Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez tous, qu'il n'y a pas de problème de connexion. Donc, bienvenue à cette sixième journée un peu particulière qui va donc se tenir de manière virtuelle, puisque, comme vous le savez, nous sommes confrontés à un problème sanitaire majeur qui fait que, alors que nous devions nous retrouver à la Maison de l'Amérique latine, eh bien, nous nous retrouvons derrière notre ordinateur. Donc, comme vous le savez, c'est une année un peu particulière. Donc, on essaye, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour rester en contact. L'équipe de la filière est très mobilisée pour essayer de dépasser cette frontière électronique et pour faire que finalement les choses soient bien, malgré le fait que nous ne soyons pas en présence. C'est inhabituel, mais les choses continuent. On a pu finalement réunir des associations de patients hier. Cette journée se fera exclusivement de manière virtuelle. Nos échanges sont différents. Il nous faut aussi être évidemment disciplinés, à savoir plutôt écrire les questions en chat que de tous parler en même temps. S'écouter, on ne peut pas parler finalement et commenter des choses. Néanmoins, on va avoir quand même des moments très particuliers pour cette journée. On a décidé de maintenir le type de programme que nous faisons d'habitude, à savoir une ouverture avec, je serai accompagné de Caroline Carnel-Gisser qui représente les laboratoires, et puis aussi Michel Raguet qui représente les associations. Et nous aurons ensuite un point dans la matinée de la part de la DGOS pour nous faire part de l'actualité. Et vous allez le voir aussi avec le topo d'Amélie qui sera fait juste après, qu'il y a beaucoup d'actualités pour la filière, beaucoup d'actualités pour les centres de référence et pour le plan maladie rare 3 qui avance et qui, une par une, égrène ces actions auxquelles nous participons. Ensuite, on fera un point plus scientifique sur les projets qui avaient été sélectionnés, les plus jeunes qui avaient reçu des bourses l'année dernière et qui nous présenteront les 4 projets retenus, qui nous présenteront leurs actions qui ont été menées avec les financements Marie. Et puis, pour clore la matinée, Olivier Hermine nous fera un topo sur les mastocytoses. Et donc, on compte sur Bertrand Godot pour monitorer et timer Olivier, puisque, comme tout le monde le sait, Olivier aime beaucoup parler et est toujours passionnant. Mais on n'a que 30 minutes pour ce topo. Ensuite, on fera une pause et puis on a une après-midi, alors pour le coup, complètement dédiée à la clinique, avec en premier lieu des practice changing, vraiment des changements dans nos attitudes qui seront illustrées en première partie d'après-midi. Puis ensuite, on a décidé de dédier la dernière après-midi aux inhibiteurs du complément, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de nouveaux inhibiteurs qui arrivent dans le domaine, mais finalement, on a du mal à s'y retrouver, savoir qui est en phase 3, qui est à l'AMM, qui va l'avoir et où en est-on et quels sont les résultats publiés. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Encore une fois, je suis évidemment ravi de vous retrouver pour cette journée. Je tiens à remercier toute l'équipe de la filière qui évidemment continue à s'adapter aux différents et moyens de vie et sanitaires. Après, bah oui, je ne vous cache pas que j'aurais bien préféré vous avoir de visu, mais c'est ainsi, il faut savoir s'adapter, ça fait partie de notre rôle et encore une fois, il n'y a aucune raison que les choses ne continuent pas. On a des outils pour le faire et donc maintenant, je vais laisser la parole à Caroline Carnel-Gisser qui a les labos et qui va dire quelques mots sur le sujet. Caroline, c'est à toi. Bonjour à tous, merci de me donner… Oh. Bonjour à tous, on m'avait demandé d'intervenir en tant qu'une des 2 représentantes des laboratoires au sein du COPIL, donc du comité de pilotage de la filière Marie. Et je suis très contente de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous. Depuis, si on fait un bilan de 2020, il y a quand même quelque chose qui est revenu très souvent dans les discussions, c'est PFMG. Et hier, j'ai mis un mail à une collègue et je lui ai parlé PFMG avec l'acronyme et elle ne connaissait pas. Et donc, voilà, je pense que maintenant, on doit tous connaître cet acronyme. Alors, j'y vais directement. PFMG, c'est pour le plan France Médecine Génomique. Ce plan qui s'appelle aussi le plan France Médecine Génomique 2025. Pour 2025, on s'est fixé cette date-là pour pouvoir faire des milliers de génomes en France. Vraiment, comme dans Marie, il y a aussi bien des maladies rares aussi, et puis des maladies, j'ai envie de dire, plus somatiques, mais pour le plan France Médecine Génomique, c'est proposer donc les nouvelles technologies de type whole genome ou même de l'exome pour les tumeurs, et aussi du RNA-seq. Pour le moment, c'est limité aux tumeurs,
en trio ou au moins pour 4 individus d'une même famille. La vraie originalité de la France est de pouvoir proposer ces études génomiques dans le cadre du diagnostic, c'est-à-dire qu'il va y avoir des rendus. Cette réflexion a été faite par nos autorités en France, puisque d'autres pays étaient bien en avance sur nous pour la possibilité de faire des génomes sur des grandes populations, mais n'avaient pas eu ce défi de le rendre directement en diagnostic. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a 2 plateformes en France. Mon topo aujourd'hui, ce n'est pas du tout de vous parler de cette plateforme. Alors, je m'excuse si certains d'entre vous, derrière votre écran, vous dites flûte, on ne connaît pas très bien. Il y a énormément de data qui sont disponibles, aussi bien sur les sites Internet qu'au sein de vos filières, où Amélie aussi a beaucoup de choses et Régis peuvent vous partager avec vous si vous n'avez pas ces documents. Donc, 2 plateformes qui ont partagé la France en 2, avec pour Paris et sa région est plutôt le nord. Alors, il y a une sorte de frontière un peu en diagonale qui sépare du coup le nord et le sud. Sequoia pour Paris et sa région et la plateforme Oragène pour Lyon, Grenoble et le sud de la France. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site mail, leur site internet où vous trouverez plein d'informations. Ils sont très bien faits et vous avez aussi les documents et le circuit de prescription. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu le circuit, mais l'année dernière, fin de l'année, il y avait eu, comme sous forme d'un appel d'offres, la Haute Autorité de Santé qui demandait aux différentes filières, est-ce que vous souhaitez pouvoir avoir des séquençages de génome pour vos malades? Et bien sûr, la filière Marie a répondu avec beaucoup d'indications et elles ont été toutes retenues avec certaines précisions pour certaines, pour vérifier que finalement, est-ce que c'est une bonne chose d'aller ou pas pour cette approche génomique pour certaines. Alors, on est vraiment à l'ère génomique. Souvent, quand on a nos étudiants, nous en génétique, on leur dit, mais on vit des révolutions. C'est une vraie raison de se dire que maintenant, on peut avoir un génome aussi rapidement. Et donc, les questions pour moi et les réflexions qui me viennent, c'est est-ce que maintenant, la réalité a rejoint la fiction? Quelle est la place pour nos laboratoires? Moi, je vous parle aujourd'hui en tant que biologiste moléculaire. On fait les panels. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on devient? Et bien entendu, les perspectives après cette possibilité de faire des génomes, quelle autre perspective? Alors, quand la réalité rejoint la fiction, je me souvenais de ce film qui date de plus de 20 ans, un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Vous voyez, j'avais déjà ma passion de la génétique, donc bien sûr, j'étais allée le voir. Et vous voyez, rien que sur cette affiche, on a déjà la double hélice. Et puis, les gens sourient aussi, car dans ce film, ils ont mis certains clins d'œil avec l'escalier en forme de l'ADN, et puis le titre, rien que le nom de Gattaca, hein, avec les bases de l'ADN à retenir. J'ai attesté, bien entendu. Alors, ce film d'anticipation, les gens disent qu'il est encore d'actualité et surtout qu'il était prémonitoire. On est sur une société qui fait de l'eugénisme et pour lesquelles cette société a décidé qu'on va sélectionner les embryons, uniquement les embryons parfaits. Alors, est-ce qu'on en est arrivé là? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis, d'autres plus cultivés, peut-être dans l'Assemblée, vont me dire, mais je parle de film, et pourtant, en effet, il y a un livre qui était tout à fait annonciateur, en tout cas pour les dérives de l'eugénisme. C'est le meilleur des mondes, mais qui est plus ancien et qui parle un peu moins de génétique. Alors, c'est vrai que je trouvais plus amusant de vous parler du film. Et puis, surtout, ce film, pour certaines sociétés, comme la NASA, en 2011, avait bien vu que finalement, Gattaca annonçait probablement la réalité. C'est un film de science-fiction, mais qui est très plausible. Et on n'est pas tout à fait dedans, heureusement, mais on n'est pas très loin. Si on regarde un peu les faits divers, dans une clinique une Fertility Institute aux États-Unis, en 2018, des couples pouvaient choisir des embryons pour éviter donc des maladies les plus graves. Donc, on a quand même malgré tout un peu commencé. C'est pas une dérive, mais on a des outils très performants et il va falloir les utiliser avec une réflexion éthique importante. Alors, je m'excuse, là j'ai un petit loupé sur mes animations, mais au-delà du fait que maintenant, donc, pour vos malades, vous pouvez avoir des séquençages de génome facilement, donc dans un contexte de maladie, mais vous savez peut-être, il est très facile maintenant d'obtenir ces caractéristiques génétiques pour un particulier. Techniquement, vous avez compris que c'est assez facile, il suffit d'avoir les séquenceurs performants, un bon pipeline bioinformatique. Et puis, vous savez peut-être que l'exome, le génome, est devenu un bien de consommation monnayable. Vous
pouvez aller sur Internet, demander un exome ou un génome à des sociétés qui vous le proposent. Il n'y a pas besoin d'un médecin. Vous allez envoyer un écouvillon et signer que vous êtes d'accord qu'on regarde vos caractéristiques génétiques. Vous allez payer, bien entendu, et vous aurez vos analyses. Alors, je mets en garde, peut-être qu'il y a des associations et elles doivent mettre en garde les malades ou les individus. Ce n'est pas toujours des malades qui font ce test. Souvent, c'est même des gens en bonne santé, par exemple, qui souhaitent connaître leurs origines. C'est très à la mode en ce moment. Et juste mettre en garde, je ne dis pas que toutes ces sociétés ne travaillent pas bien, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais une étude dans Genetics Medicine en 2019 montre qu'il y a un grand nombre de faux positifs. Ça veut dire qu'on va rendre aux individus, on leur dit qu'ils ont un variant pathogène, une mutation dans un gène à risque. Et en fait, il y a beaucoup de faux positifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas porteurs de ce variant ou par exemple que ce variant n'est pas à risque. Donc, faire très attention. Ces tests ne doivent pas être utilisés comme ça en routine. Ils doivent être faits dans un contexte clinique, bien entendu. Alors, bien sûr, on s'est tourné vers le génome. Pourquoi? Et on est tous très contents d'avoir un outil qui va permettre d'avoir une bien meilleure couverture que nos panels actuels. On va couvrir tout le génome. C'est inespéré. Bien entendu, on va pouvoir couvrir des régions qu'on n'avait jamais, comme des introns profonds, comme des promoteurs. Et puis, on va surtout pouvoir revenir sur les datas. Vous le savez, régulièrement sur nos maladies rares, pour lesquelles il y a encore une grande partie de cas qui sont inexpliqués. Dans la littérature, arrivent des nouveaux gènes. Et donc, grâce à ces génomes, on peut revenir sur les datas et regarder s'il y a un variant dans ce nouveau gène associé à notre maladie. Alors, cette deuxième possibilité est possible avec un exome. Alors, je m'excuse, je n'ai pas introduit l'abréviation WACE. Donc, WACE, c'était pour Whole Exome Sequencing. Et bien entendu, vous savez que WGS, c'est pour Whole Genome Sequencing. Là aussi, l'avantage du plan France Médecine Génomique, il propose d'emblée une étude familiale. Ce n'est pas toujours ce qu'on fait, quoi. Pour les exomes, oui, mais pour les panels, non. D'emblée, on a le droit d'aller jusqu'à 4 prélèvements par famille. Et puis, on espère, alors le plan France Médecine Génomique doit s'inscrire dans une évaluation coût-efficacité. Bon courage pour la HAS. Mais en effet, on pense quand même pouvoir diminuer les coûts, puisqu'actuellement, certains malades vont avoir plusieurs panels et que plusieurs panels est possiblement plus cher qu'un seul génome. Et on va surtout, ça c'est vraiment un très grand point important, diminuer les délais, puisque souvent on faisait les panels de façon séquentielle. Alors, ces génomes peuvent offrir plein d'autres choses. Le versant recherche, pour le moment, n'est pas, à mon avis, très clairement défini dans le plan France Médecine Génomique, mais on peut aussi aborder cette hérédité complexe dans les familles, par exemple. Alors, ce n'est pas vraiment un point faible, je voulais trouver un autre mot, mais on est face à un outil tellement performant, obtenir toutes les variations du patrimoine génétique de quelqu'un, qu'on va se retrouver à voir des choses peut-être qu'on ne devait pas voir. Et là, il y a un point important sur lequel on va devoir être tous vigilants. Alors, je reviendrai sur les incidentalomes ou ce qu'on ne souhaite pas voir, mais moi aussi, ce que je vis au quotidien, et peut-être un certain nombre de collègues sont aussi présents aujourd'hui à la journée, comme Christine, j'ai vu que Jean était là, Christine Bellanet, Jean Soulier, peut-être Lydie Dacosta. J'ai des collègues qui, dans des réunions, quand on se réunit en interfilière, disent qu'ils ne savent plus très bien où on va finir finalement. Quelle vont être la place des laboratoires, si finalement ce plan France Médecine Génomique est très performant, est-ce que tous les malades vont pouvoir être étudiés en génome? Et une enquête est en cours par l'Association nationale des praticiens de génétique moléculaire en ce moment pour nous interroger sur comment on voit notre place dans tout ça. Alors moi, je suis quelqu'un de très optimiste, je ne me sens pas tellement inquiétée. D'abord parce qu'on reçoit beaucoup de prélèvements et qu'il y a beaucoup de patients. Je ne suis pas certain qu'on va pouvoir réussir à passer tous les malades. Voilà, parfait. Et donc, vous le savez peut-être, mais les plateformes, donc Sequoia,
ainsi qu'Oragène, ont fait un appel à candidature pour demander aux biologistes, donc experts des différents laboratoires existants, s'ils souhaitaient vouloir être interprétateurs pour lire ces génomes qui vont être disponibles sur les plateformes. Et donc, il y a eu un succès quand même de cet appel à candidature, puisque beaucoup de biologistes ont répondu. Et donc, maintenant, on ne va pas analyser uniquement nos panels NGS, mais on va aussi analyser les données. Donc, in silico, on n'aura pas généré les données sur notre plateforme, mais on va lire les données sur un logiciel. Et des conventions sont en cours avec les établissements. Ou si on est membre du laboratoire Sequoia, on a des moyens financiers. Et puis, je reviens aussi sur l'étude ciblée. Finalement, on va générer des études ciblées puisque tout ce qui va être trouvé sur plateforme médecine génomique ne va pas être vérifié en séquençage Sanger. Donc, je suppose que ces études amiales, ces études de vérification de présence des variants peuvent revenir aussi vers nous. Alors, une question qu'on va devoir se poser maintenant, les biologistes, puisqu'on va aller analyser les données. Comment va-t-on analyser les données? Je me débarrasse vraiment de la difficulté qui est le pipeline bioinformatique. C'est quelque chose de très compliqué. Je suppose que vous en avez tous l'intuition. Il y a énormément de data, il faut les filtrer, il faut des outils très performants de bioinformatique. Ça, c'est la responsabilité de la plateforme de nous offrir cet outil performant. Et nous, maintenant, on va se retrouver avec une liste de variants. Alors, pendant longtemps, on a dit on va faire un whole genome pour pouvoir avoir un whole exome bien couvert. Ça veut dire que déjà, on va aller regarder, bien entendu, en première intention, les gènes qu'on regardait en panel NGS. Et donc, on fait, le terme qu'on utilise souvent, c'est l'analyse des données en panel virtuel. Alors, je ne sais pas, vous ne connaissez pas, bien entendu, mais quand on rentre dans l'outil GENIS en tant que biologiste, actuellement, en fait, on a, alors c'est pas du tout une critique et je pense qu'on peut émettre que des félicitations vis-à-vis de Michel Vido, qui est le responsable en tout cas de la plateforme Sequoia. Mais on arrive et on a donc tous les trios qui arrivent, toutes les études génétiques, et puis on a tous les variants du patient. Et donc, peut-être à nous de mettre en place des chartes pour savoir comment on va analyser ces données et faut-il respecter une liste de gènes pour éviter les découvertes incidentes. Caroline, alors, il va falloir. J'ai quasi fini. Alors, je passe ça. Je voulais juste vous dire, à l'étranger, comment ils ont fait, parce qu'en effet, ils ont depuis longtemps, je vous ai dit, par exemple, au Royaume-Uni, hein, ils avaient généré beaucoup de génomes, et eux, ils se sont dit, on va, si vous allez sur le site Panel App, il y a un papier qui dit, il faut juste faire attention, vous avez compris quand je vous mets le petit feu rouge, orange et vert, il y a des gènes qu'il faut regarder et d'autres qu'il ne faut pas regarder. Et donc, je suis allée regarder pour cytopénie et anémie congénitale et j'ai trouvé que le panel était plutôt pas mal, qui rassemble bien, je pense, tous les gènes des maladies qu'on étudie. Voilà, donc perspective très rapidement. Moi, je pense que quelque chose que le plan France Médecine Génomique ne propose pas actuellement pour les maladies mendéliennes monogéniques, c'est le RNA-seq. Donc ça, je pense qu'à un moment, il faudra l'intégrer pour les patients les plus compliqués. On va aller probablement vers des séquenceurs plus performants et l'ère post-génomique, c'est la protéine et bien entendu la validation des variants par des tests fonctionnels. Merci de votre attention. Merci beaucoup Caroline pour ce tour d'horizon de ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de se faire et qui maintenant est vraiment la réalité de la prise en charge de nos patients. On est obligé de passer maintenant aux associations de patients parce que évidemment ce qui est terrible avec le virtuel, c'est justement le fait qu'on doit être exactement dans les temps. Donc je laisse la parole à Michel Raguet pour le mot des associations et merci encore Caroline pour nous avoir updaté sur cette technique, sur le PFMG et son volant routing. Ok, bonjour à tous. Michel Raguet, je représente l'association AMSAO, donc les patients qui souffrent d'angioëdème héréditaire. Mais en fait, je parle ici pour l'ensemble des associations. Alors, juste pour resituer un petit peu le contexte des associations, ces données m'ont été fournies par Alliance Maladies Rares. Elles sont, je pense, à peu près actualisées. 7000 maladies rares et il n'y a que 230 associations qui sont affiliées à Alliance Maladies Rares. Donc, ça veut dire que même si des associations représentent plusieurs maladies, il y a énormément de maladies, notamment des maladies très rares qui n'ont pas d'association. Voilà, donc sur ces petits diagrammes-là, on voit un petit peu l'évolution du nombre d'associations avec le temps. Alors, bien sûr, ce ne sont que les associations affiliées à Alliance Maladies Rares, mais c'est quand même bien représentatif de la vitalité du monde associatif. Donc,
en 2000, il y avait environ 65 associations. Il y a une croissance progressive, mais globalement, il y a énormément de maladies qui n'ont pas encore d'association. Et dans la filière de Santé Marie, qui représente 12 pathologies, on a quand même la chance d'avoir 12 associations. Donc, même si vraiment toutes les maladies ne sont pas totalement représentées, on a parlé notamment hier de la maladie de Castleman, par exemple, qui n'a pas encore d'association, il y a une très forte représentativité des patients. Et c'est une vraie chance pour les patients, mais bien sûr, puisque les associations sont surtout orientées sur le bénéfice des patients, mais c'est aussi une chance pour les milieux médicaux, parce que pour certaines de leurs actions, ils peuvent s'appuyer sur justement la vitalité de ces associations. Donc, sur la planche suivante, Amélie, voilà, donc je ne vais pas revenir en détail sur les missions des associations. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les statuts des associations, les missions principales sont toutes quasiment identiques, avec plus ou moins de poids, évidemment, suivant les finalités de l'association. La première mission, c'est d'informer les patients sur la maladie. On a souvent affaire à des maladies complexes qui nécessitent des prises en charge multidisciplinaires, compliquées, et donc il y a un besoin d'information. Les médecins n'ont pas toujours le temps d'échanger précisément. Et puis le deuxième objectif, c'est se faire rencontrer les patients, se réconforter, échanger, partager, faire du retour d'expérience, etc. Pour certaines associations, une des finalités principales, c'est de collecter des fonds pour la recherche. Bon, je ne vais pas tout passer en revue. Le seul message que je veux faire passer ici, c'est que quand on regarde l'ensemble des associations, globalement, les missions sont toutes très comparables, très proches les unes des autres. Voilà, planche suivante. Alors nous, association, on est bien sûr à disposition des milieux médicaux pour travailler avec vous. Donc, on est à l'écoute de vos besoins. On est là pour répondre à vos interrogations, pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous consulter, que ce soit pour les ETP. On connaît bien notre maladie, donc on est quand même bien placé pour co-construire ensemble l'éducation thérapeutique. Nos contributions au PNDS, c'est pareil, par rapport à la connaissance de la maladie, par rapport à la connaissance des traitements que l'on en a. On est à disposition pour réaliser des enquêtes patients. On est en contact avec quand même de nombreux patients, même si tous les patients ne sont pas forcément affiliés à l'association. On a quand même un réseau de contacts qui peut être utile pour conduire des enquêtes. Concernant les états thérapeutiques, c'est la même chose. On peut aider à recruter des patients ciblés. On peut aussi participer au design de certains essais thérapeutiques, notamment dans les maladies complexes. On est là pour faire du retour d'expérience et on est là aussi pour, avec vous, essayer encore d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc, nous, on est à votre écoute, on est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour, en fait, le final, le bénéfice des patients. Donc aujourd'hui, je sais que c'est un contexte difficile parce que non seulement vous prenez en compte nos problématiques de pathologie complexes, mais en plus vient se greffer là-dessus les problématiques du Covid. Donc je voulais aussi, pour finir, remercier l'ensemble des médecins qui prennent soin de tous les patients de la filière Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Donc on a 5 minutes pour échanger. S'il y a des questions, moi en tout cas je suis ravi que vous puissiez prendre part en tant qu'association à la filière aussi activement. Je pense ne pas me tromper en disant que vos décisions et vos avis sont vraiment pris à leur juste valeur et que votre voix est entendue comme celle des médecins et très clairement c'est comme ça qu'on avance. Ce d'autant plus que dans les différents projets, souvent, il faut le dire, votre voix est plus entendue que la nôtre. Et donc, il est extrêmement important qu'on puisse avancer ensemble, que ce soit au niveau des CR ou au niveau des autres organisations multipartenaires et transversales que puisse être la filière ou autre. Donc, encore une fois, merci beaucoup.